Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Imaginez une organisation qui tient toute seule, sans chef, voire même, soyons fous, sans paperasse administrative. Pas de travail à superviser, pas d'assemblée générale à préparer, pas de comptabilité à boucler, une autogestion poussée à l'extrême où chacune et chacun des membres est autonome dans ses prises de décision et la structure maintenue à l'écart du contrôle de tiers extérieurs et pas des moindres, l'État, les banques, etc. Dans un contexte toujours plus réglementé, voire autoritaire, l'image laisse rêveur. Est-ce seulement possible ? En théorie, la forme associative est assez souple, mais dans la pratique, comment s'assurer de la pérennité et de la bonne santé économique de son activité ? Comment garantir une équité d'accès à l'information à l'ensemble de ses membres ? Quels organes mettre en place pour organiser le conflit et prévenir les abus ? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 13e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assos, en partenariat avec la Maïf et la métropole de Lyon. Ce sujet nous a été soufflé par un auditeur qui est aujourd'hui avec nous, puisque Ludovic, tu as proposé de témoigner du mode de fonctionnement des épiceries autogérées que tu as suivi et participé à créer dans les Hauts-de-France, avec, entre autres, et tu nous expliqueras tout ça, les structures Coop Lib et l'arrosoir. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Et surtout, merci pour ce sujet qui nous fait toucher de près ce qu'on peut appeler une pratique une utopie concrète. Nous sommes également accompagnés de Mathieu Castin, de la coopérative d'expertise comptable et de conseil Finacop, dédiée à l'ESS et particulièrement aux assos, et on reviendra avec toi sur les obligations administratives liées au statut associatif. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael. Salut Karl. Cet épisode de Questions d'assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer et SoundCloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web www.questions-asso.com où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast. On est à jour, je tiens à le préciser. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Installez-vous confortablement et c'est parti. Et on retrouve Yael pour l'édito. Merci beaucoup Karl. Waouh. Alors aujourd'hui, on a du lourd. Ludovic, tu nous sors de notre zone de confort. Si vous avez l'habitude de nous écouter un petit peu, vous aurez sans doute remarqué qu'avec Karl, on est du genre carré, pour ne pas dire un poil psychorigide sur les bords. On aime bien que les choses soient structurées, et pire, on est de celles et ceux qui structurent. Et ça nous arrive même d'être payés pour ça. Donc c'est vous dire, on part de loin. Dans nos assos, cela a donné lieu à des choix stratégiques radicalement différents. Donc, notamment pour Karl, la professionnalisation, le choix de salarier des personnes, plutôt d'avoir des subs, de se structurer au sens professionnel du terme, quoi. Classique. Au mouton, au contraire, ça a été un peu un rejet de tout ça, une volonté de rester dans une forme d'amateurisme. Alors, je ne sais pas si les membres apprécieraient la formule, mais bref, en tout cas, le choix de rester dans de refuser les prestations, de ne dépendre d'aucune subvention, et surtout de ne pas rentrer dans une logique employeuse. Mais dans les deux cas, et Karl, tu me diras si tu en as la même lecture que moi, cela correspond à une volonté de clarification du mode de gestion et du statut et d'éviter à tout prix les zones grises pour s'assurer d'être bien dans les clous. Quand dans l'épisode sur la fonction employeur et les obligations qu'on est en droit d'attendre de son employeur, Simon Cotin-Marc, donc sociologue dont on attend le nouveau livre avec impatience, nous a dit en substance, moi je tire le trait, bon, la loi, c'est la théorie et dans la pratique, on fait ce qu'on veut. On était un peu en PLS avec Karl. Mais bon, comme vous le voyez, on se soigne et c'est justement pour ça qu'on fait ce podcast. Donc, pour revenir à l'autogestion, je tiens à préciser que le modèle que tu vas nous présenter, Ludovic, est assez particulier et radical dans sa forme, parce qu'il y a plein de manières, en fait, d'être en autogestion. Et d'ailleurs, peut-être que Mathieu, tu pourras aussi nous en dire 2 mots sur comment ça se passe à Finacop. Mais donc, du coup, pour commencer, l'autogestion n'est pas l'absence de gestion.
Donc pour reprendre un terme de l'historien Pierre Rosanvallon, qui a écrit à l'époque où il était militant à la CFDT, alors j'ai écrit encore, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais visiblement il était très actif dans les années 70. Donc il a écrit l'âge de l'autogestion. L'autogestion est l'exercice collectif de la décision. En d'autres termes, au-delà de l'appropriation sociale des moyens de production, il s'agit pour la classe ouvrière de contrôler les moyens de pouvoir. Donc je parle de classe ouvrière à dessein. L'autogestion a connu son heure de gloire dans les années 60-70. Elle a été popularisée par la Yougoslavie communiste de Tito. Et en France, on garde l'image de l'expérience autogestionnaire de l'usine LIP en 73, etc. Donc l'autogestion, c'est avant tout sortir la classe laborieuse, comprendre les gens qui travaillent, de l'aliénation capitaliste, comprendre ceux qui vivent du travail des autres, donc les propriétaires, les actionnaires, etc. Donc je ne résiste pas à vous partager cette belle citation d'un ouvrier de LIP que j'ai trouvée dans l'émission à l'origine de l'autogestion, l'épopée des LIP sur France Culture. L'expérience est très intéressante vraiment de vivre en homme libre dans l'usine. Je trouve que la formule est quand même assez belle. Et du coup, toute l'idée après va être comment. Ça veut dire quoi, vivre en homme libre? Donc effectivement, sur le comment, et pour le moment, de ce qu'on a pu voir, c'est assez libre. Les théoriciens, qui sont très hétéroclites, il y a beaucoup de gens qui ont écrit dessus, semblent s'accorder sur l'idée qu'on est dans une forme d'expérimentation constante, ce qui dit beaucoup de choses, et notamment qu'il n'y a pas de structure prédéfinie, que c'est au collectif de trouver leur propre organisation. Néanmoins, de nombreuses, d'ailleurs féministes, je pense à Jo Freeman dans le texte « La tyrannie de l'absence de structure » qui nous avait été présenté par Margot Langlois dans l'épisode « La démocratie est-elle le propre des assos ?» mais aussi plus récemment à Starhawk, qui écrit beaucoup sur le sujet et sur ces questions, ont alerté sur les risques d'absence totale de structure, abus de pouvoir, individualisation, invisibilisation du travail réalisé, notamment du sale boulot, donc celui qui n'est pas visible de l'extérieur, pas valorisé socialement, souffrance au travail. Ce n'est pas un hasard si dans la prévention des risques psychosociaux, on parle souvent de la nécessité de formaliser les règles, les manières de faire, parce que même quand les règles ne sont pas dites, souvent il y en a qui sont implicites, et au-delà du fait de ne pas les connaître et que ça pose problème, c'est surtout que la transparence permet de les négocier individuellement et collectivement et de poser les cadres de l'organisation. Tout ça pour dire que quand on a reçu ta proposition, Ludovic, forcément, ça nous a interpellés. Tout d'abord, le premier truc qu'on s'est dit, c'était qui porte la charge mentale dans ces structures? En d'autres termes, qui fait tourner la boutique si rien n'est formalisé? Mais peut-être que tu nous diras qu'il y a quand même de la formalisation quelque part. Et le second, comment ça peut être légal au regard de toutes les contraintes administratives qui pèsent de plus en plus sur les assos? Surtout que je crois, mais en fait je crois que je m'étais trompée, qu'il y a peut-être des salariés dans vos épiceries. Et voilà, tu fais non de la tête. Bon, donc en fait, mais tu nous diras quand même. Et en plus, on est très heureux surtout d'avoir Mathieu sur le côté légal pour éclairer un peu tout ça. Parce que je vous avoue que nous, ça nous a surpris. Mais alors, en plus, quand j'en ai parlé à ma comptable, elle aussi, elle était en PLS. Elle était en PLS aussi, complètement. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Bon, bref, je vous passe tout ça. Bref, donc comme tu vois, Ludovic, on a beaucoup de questions pour toi. Et on a bien hâte que tu nous présentes comment ça fonctionne pour vous et en voir si ça peut mettre ça en place chez nous. Ouais, et donc Ludovic, merci encore pour ce beau sujet, et merci d'être donc avec nous aujourd'hui pour partager le mode de fonctionnement des épiceries autogérées, que donc vous appelez aussi des épiceries libres, et que tu as aidé notamment à mettre sur pied dans les Hauts-de-France. Alors, a priori, il y en a plusieurs. En préparant l'émission, on est tombé sur une quinzaine d'épiceries, Cocorico, Haricop, Le Peuplier, La Entraide, etc. Mais aussi sur deux autres structures, donc Coplib et l'Arrosoir, qui semblent avoir un rôle plutôt d'accompagnement, voire de conseil. Donc avant de commencer la fameuse carte d'identité qu'on reproduit à chaque épisode et qui permet de situer nos invités dans le vaste monde des assos, est-ce que tu pourrais nous faire un peu la cartographie rapide des différentes structures et des liens qui les unissent? Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci de m'accueillir. Je suis très honoré. Moi, je suis fan de votre podcast, donc je suis ravi d'être là. Un peu de pression. Mais non. Voilà, donc pour te répondre, alors il y a une quinzaine effectivement d'épiceries qui sont recensées sur le site coplib.fr. Toutes ne sont pas des épiceries qu'on a accompagnées, il y en a même qui sont antérieures, il y en a 3 notamment. Donc Le Peuplier, Johnny Cop, par exemple. Et sur les autres, effectivement, on les a accompagnés à divers degrés. Soit c'est eux qui nous ont contactés, soit c'est nous qui avons suscité, mis en relation des gens et puis fait une petite présentation pour initier un truc dans une ville ou dans un village. Et donc nous, c'est au début, on est quelques personnes qui avons créé notre propre épicerie autogérée sur le modèle d'autres choses, on en reparlera un peu après, en reprenant quelque chose, et puis qui fanent du truc, et pour que ça ait aussi un sens
pour que ça aille au-delà de je me fais mon petit précaré, je bénéficie d'un truc, je me mets bien, et puis voilà. Bon, une portée un peu plus politique et un peu plus globale, cette envie d'essaimer et de faire connaître le modèle, etc. Donc on s'est constitué un petit collectif, enfin très informel. Il a fallu à un moment donné créer un site web, on a choisi d'avoir une visibilité sur Internet, notamment parce qu'il y a d'autres modèles qui nous semblent moins vertueux, qui ont un peu une visibilité accrue dans la presse et puis sur Internet, etc. Et qui éventuellement se revendiquent de l'autogestion. Donc on voulait apporter aussi un deuxième son de cloche, un petit quelque chose. Donc là il a fallu choisir un nom, Coplib, qu'on assume et qu'on regrette. Voilà. Comme tous les noms. Voilà. Il y a une historique qui fait qu'à un moment donné on se dit pourquoi pas. Bon, il y avait un petit côté aussi autodérision sur le côté un peu start-up du nom et de certains autres promoteurs d'autres modèles éventuellement. Mais bon, qui n'est pas transparent, donc nous-mêmes on apparaît comme ça. Et bon voilà, donc ce nom-là qu'on revendique quand même. Et puis l'arrosoir, donc c'est à un moment donné, on est donc plusieurs bénévoles, enfin plusieurs en tout cas, on n'était pas bénévoles parce qu'on n'était pas dans une asso, on était. Et puis on gagne pas forcément tous de l'argent par ailleurs. Le but n'était pas d'en gagner là non plus. Pour autant, c'était pas non plus d'en perdre trop. Et donc on commence à faire 200 bornes pour aller voir un collectif, etc. Ça devenait un frein un peu, cette question de ok, ça m'a coûté 60 € cette soirée. Donc peut-être susciter éventuellement du don des gens qui nous reçoivent pour qu'on leur explique. Et peut-être dans la subvention était exclue à ce moment-là. Bon voilà, en tout cas c'était beaucoup le don qui était prévu. On s'est dit on sera peut-être plus légitime, on se sentira plus légitime pour dire aux gens si vous nous donnez 10 balles en plus, ça vous coûte pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas eu de don. On n'est jamais trop à l'aise avec ces questions d'argent. Voilà. Bon, mais donc l'arrosoir est un outil pour apporter des moyens à cet effort de visibilité et puis de documentation et d'essaimage et d'accompagnement par ailleurs militants des collectifs qui le souhaitent. Et avant d'en arriver donc à cette question de comment est-ce que vous fonctionnez en termes de carte d'identité, la plupart des noms de ces épiceries sont justement intègrent la partie coop. Est-ce que ça veut dire que ce sont des coopératives? Est-ce que c'est des assos? Est-ce qu'en fait ça n'a aucun lien? Et même pour Coplib, parce que là tu disais en fait que c'était un collectif derrière informel. Ouais. Non, effectivement, ça n'a pas de lien avec les coopératives dans le sens légal de ce qui existe aujourd'hui. C'est plus, en tout cas, du modèle duquel on s'est inspiré, qui s'appelait les coopératives alimentaires autogérées. Enfin, en tout cas, les gens qui portaient ça l'ont appelé comme ça. Donc, on a repris au début ce truc-là avant de prendre du recul et de voir. Et justement, de sentir que pour beaucoup de personnes, ça crée cette confusion. Alors qu'en fait, les coopératives, il y a un sens avant le cadre légal actuel, mais qui, maintenant, est la première chose à laquelle tout le monde pense. Donc, bon, ben voilà, donc il y a cet historique qui fait qu'à un moment donné, il y a des noms qui sont comme ça, et qui sont plus trop le cas. Maintenant, la plupart des assos ne reprennent pas ça. Ils l'ont pris par mimétisme, et puis nous, ça nous a fait marrer, mais voilà. Et puis donc, il y a une indépendance d'ailleurs totale entre les associations. C'est que des assos, parce que c'est une forme très simple, on en discutera après. Voilà, donc... Ok. Et alors, donc, qu'est-ce que c'est une épicerie libre? Qu'est-ce que c'est une coopérative alimentaire autogérée? Oui, en quelques mots, alors... C'est donc des gens qui se retrouvent entre eux, qui mettent à disposition des moyens et du temps pour se procurer des produits, là plutôt alimentaires, mais pas nécessairement, et qui se les mettent à disposition là sous forme d'un truc qui ressemble à une épicerie. D'autres, historiquement, appelaient ça sinon des groupements d'achat, services épicerie. Voilà. Et ça a l'avantage de fluidifier un certain nombre de choses quand même. Alors, enfin, en tout cas, dans ce modèle-là, parce que dans d'autres modèles, ça a le désavantage d'alourdir les choses. En tout cas, là, voilà, ça simplifie par rapport à un groupement d'achat, etc. Voilà, on met des choses dans les rayons et on peut venir les récupérer plus fluidement. On peut dire ça très simplement. Et la particularité de ce modèle-là, c'est que ça fonctionne donc sans salariés, sans bureau, même si pourtant il y a une association, sans conseil d'administration non plus, sans ce qu'on appelle nous commissions, enfin en tout cas c'est pas nous qui appelons ça, mais d'autres groupes ou d'autres modèles appellent ça des commissions ou des groupes de travail, etc. Donc sans ça aussi, sans réunion, de manière générale, enfin même il n'y a pas besoin, sans compta, sans gestion informatique des stocks, voire même sans trop de gestion des stocks. Qu'est-ce que je pourrais oublier ? J'allais dire, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on va y venir peut-être tout à l'heure à cette question. Mais peut-être tout d'abord, est-ce que ça veut dire que l'accès à l'épicerie il est réservé à ceux qui font partie du collectif ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Il faut adhérer. Après, l'adhésion, elle est libre. Il n'y a pas de contrainte
Il n'y a pas de charte, etc. Oui, sans charte également. Donc, n'importe qui peut adhérer. Il n'y a pas forcément... Il n'y a pas de prix obligatoire. C'est un prix libre une participation aux frais. On discutera après de comment on finance tout ça. Et puis, et donc, pas d'obligation particulière d'ailleurs non plus. Il n'y a pas d'obligation sur les heures de participation. Donc, n'importe qui peut entrer. Par contre, il faut adhérer. Ça a aussi des avantages. Et peut-être Mathieu dire aussi des inconvénients par rapport à la fiscalité. Mais voilà. Ok. Alors oui, justement, comment est-ce que vous êtes financé au sens de est-ce que vous achetez des choses pour rentrer en termes de produits dans l'épicerie quel est le modèle économique de ce type d'épicerie? Ouais. Alors bon, faut voir qu'il y a un modèle un peu général et puis ensuite chaque épicerie fait un peu sa sauce. Donc tout le monde est un peu dépendant et puis on voit que chaque collectif va effectivement amener leur expérience dans un sens ou dans un autre au gré des initiatives. Parce que ça va reposer beaucoup sur les initiatives des individus. Mais bon, le cadre un peu général, c'est que effectivement, on va avoir des charges régulièrement. En tout cas, pour la plupart des collectifs, on va avoir un local à payer. On va avoir, sauf mise à disposition, voilà. Mais donc, un local, l'électricité, l'assurance, ce genre de choses-là. Et ça, le choix, c'est souvent de le faire par cotisation. Enfin, cotisation, en tout cas, participation annuelle. Donc, et souvent prix libre, il y a un prix qui est annoncé, il faut qu'on ait tant à la fin de l'année et situez-vous quoi. Et puis si on les a pas, on fera soit un appel, soit on ferme boutique. Ce qui est tout à fait envisageable. Donc il y a ce lâcher prise dans ce modèle-là. On est prêt que ça échoue et puis même si sur le moment ça va sûrement s'activer, mais on prend ce risque-là et cette posture. Et ensuite effectivement il faut se procurer des produits et là ça fonctionne sur une avance. Chaque personne avance de l'argent sur ses futurs achats. Et donc, tient une petite fiche personnelle en papier sur lequel il dit aujourd'hui j'ai avancé 100 € sur le compte bancaire commun. On a un compte bancaire commun. Donc, j'ai mis 100 €. Donc, j'ai 100 € d'avoir quelque part ou de prépaiement de mes futurs achats. Et quand je viendrai faire mes courses, je déduirai le montant de mes achats de ces 100 €. Et quand j'arrive un peu bas, je recagnotte le compte. Ce qui nous fait un petit peu de trésorerie pour acheter les produits. Voilà. Sinon, donc, pas de subvention, sauf certains groupes qui ont de la subvention, c'est-à-dire un local à disposition, soit de privé, soit de mairie parfois. Donc, voilà. Mais autrement, c'est un modèle qui fonctionne sans subvention, sans don. Donc, ce qui allège aussi le fonctionnement et les obligations. Ouais. Et alors la dernière question qu'on pose habituellement, c'est sur les modes de fonctionnement, mais on est précisément là en fait pour parler des modes de fonctionnement de ces épiceries. Donc en fait, plutôt que de traiter la question, surtout que tu en as déjà dit un mot sur le fait que vous n'avez pas de CA, vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de modèle organisationnel. Alors si vous avez probablement un modèle organisationnel justement, mais je vais donc passer la main à Yael pour qu'on en arrive à cette question. Très bien, merci Karl pour cette transition et surtout merci Ludo pour ce premier aperçu. Alors, peut-être, avant que tu nous détailles ce que ça donne au quotidien, même si... Parce que, ouais. Du coup, comment est-ce que vous définissez de manière positive l'autogestion Ah ouais. dans vos structures? Écoute, l'autogestion, donc là, effectivement, il y a une question, il y a un rapport au pouvoir évident. Donc, effectivement... Là, le fait aussi que nous, on est appelé ici épicerie libre et qu'on n'a pas juste appelé épicerie autogérée, qui était peut-être le terme qu'on utilise au début, ou coopérative alimentaire autogérée, au-delà de la confusion avec coopérative, c'est que l'autogestion, il y a plein de modèles qui s'en réclament et qui ont pour point commun de ne pas avoir de salariés. Donc c'est... Oui, et de patrons. Et donc c'est les gens qui gèrent leurs trucs pour eux-mêmes et qui sont acteurs pour leur initiative. Pour autant, ça nous semblait un peu léger parce que quand on constate que par ailleurs, il peut y avoir un bureau, un CA, etc., des gens à qui on délègue un pouvoir ou qui en prennent et qui en ont, ça ne nous semblait pas laisser questionner ça. Donc voilà, il y a divers degrés d'autogestion et donc en tout cas, là, nous, ce qu'on essaye d'expérimenter, c'est un degré où vraiment on essaye d'éliminer un maximum de pouvoir formel et où on est attentif à ce que Joe Freeman appelle les élites informelles par ailleurs, qui est peut-être le plus grand danger de ce modèle-là, puisque ça pourrait invisibiliser, etc. Voilà, donc effectivement, un endroit où il y a très peu d'enjeux de pouvoir, et où il y a très peu de moments formels, où ces tensions liées au pouvoir, il y a la prise de pouvoir, il y a aux petites bastons pour obtenir tel ou tel truc, ou que sa vision soit mise en œuvre, existe. Voilà, donc on fait en sorte que tout ça... Voilà, en tout cas, notre vision de... Du coup, ça me fait... direct le lien avec la question d'après, qui est qui compose ces épiceries. Donc en termes de, donc là on a bien compris que c'était les consommateurs, mais peut-être plus en termes de statut. C'est-à-dire est-ce que
c'est vrai. Bon, j'imagine que dans ce que vous affichez, c'est ouvert à tout le monde. Mais du coup, concrètement, en fait, qui peut se permettre de venir participer et de donner un coup de main? Ouais. Alors, effectivement, en théorie, tout le monde. Après, ce qu'on constate, c'est que la sociologie du groupe de départ influe énormément sur la sociologie du groupe d'arrivée. En particulier parce qu'il n'y a pas de pub particulière qui est faite, etc. Donc c'est le bouche à oreille. Donc ça circule dans le milieu autour des gens. Sauf exception, de temps en temps, il y a des belles surprises. Mais effectivement, si on a un groupe de bobos, à la fin, on a un groupe de bobos. Voilà. Et notamment, par exemple, nous, on accompagne là, une épicerie dans un quartier en QPV à Château-Thierry, donc dans l'Aisne. Et là, pour le coup, ce qu'on dit souvent, la mixité sociale, c'est très chouette. Pour autant, là, on a dit, on fait cette expérimentation avec vous et c'est limité à votre quartier. Il n'y a pas de gens extérieurs du centre-ville, etc., qui vont venir chez vous pour pas que, s'ils maîtrisent plus un outil informatique, etc., ils veulent tel ou tel produit qui ne vous corresponde pas, ça façonne l'épicerie que vous avez et qui ne vous ressemble plus. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui va se passer. On arrive dans un groupe, on ne reconnaît pas les produits, notamment parce qu'on ne retrouve pas les marques habituelles, parfois. On ne retrouve pas les produits, certains sont plus ou moins chers. Ceci dit, nous, il n'y a pas de marge. Donc, c'est un prix coûtant. Donc, c'est 30% moins cher en général que dans les commerces. Pour autant, bon, ça peut rester un frein. Voilà. Donc, quand on arrive, effectivement, on va voir qui est avec qui autour, quels sont les produits, et ça peut conditionner le fait qu'on revienne ou pas. Voilà. Pareil, par contre, pour le temps de travail, par exemple, il n'y a pas de pression là-dessus. Nous, il n'y a pas d'heure obligatoire. Donc, tu participes pas. C'est comme ça. On fait en sorte d'essayer que tout le monde participe. En essayant de responsabiliser à divers niveaux, mais pour autant, il n'y a pas de pression là-dessus. Il n'y a pas, en théorie, dans le modèle, je t'appelle pas pour dire, bon alors, t'es 3 heures. Enfin, donc, parce qu'il y a d'autres modèles qui annoncent, on ne peut pas fonctionner si on dit pour les gens, vous faites 2 heures ou 3 heures par mois, il faut sanctionner, etc. Nous, il n'y a pas ça. Et peut-être, justement, pour qu'on visualise un peu mieux, là, donc, en fait, ce travail, il prend quelle forme? Enfin, déjà, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a à faire? Ouais, c'est ça. Mais je ne voulais pas dire tâches, mais du coup, c'est pas des tâches. Qu'est-ce que c'est? Mais ouais. Mais il y a très peu de tâches, en fait. C'est aussi ça, hein. La force, c'est que on s'imagine une épicerie avec toute la complexité, et en fait, on commande des produits, on les met en rayon, on vient les chercher. C'est assez simple, en fait. Ce qui permet, du coup, de limiter le nombre d'enjeux existants et donc de s'autoriser à des choses soient pas faites d'ailleurs ou mal faites voilà. Donc en fait concrètement les tâches, il y a éventuellement tenir une permanence, c'est-à-dire à un moment donné où on ouvre le local aux autres membres, et encore ça dépend des épiceries. Par exemple, c'est le mois où j'ai été pendant 3 ans et demi, je viens de déménager malheureusement, il y a un petit boîtier à code et tout le monde a le code et peut venir de jour comme de nuit faire ses petites emplettes. Donc il y en a qui passent par les permanences, il y en a qui passent pas par les permanences, mais il y a des épiceries où il n'y a que des permanences. Bon voilà, donc il y a ce petit temps hebdomadaire, il y a 2-3 ouvertures dans la semaine, sur des créneaux 1 heure, 2 heures, 3 heures en général. Bon voilà, quelqu'un se dévoue pour aller faire ça, et ceci dit, si personne ne le fait, c'est fermé. Voilà, c'est tout. Et puis si ça énerve quelques personnes que ça soit fermé, mais éventuellement ils ouvrent, ou ils en discutent. Mais du coup, il n'y a pas un organe central sur lequel on peut dire vous gérez mal les ouvertures. C'est un peu de la responsabilité de tout le monde. Et si ça n'intéresse personne d'ouvrir, c'est fermé. Et puis éventuellement, ça s'arrête. Et juste peut-être, est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur du nombre de personnes qu'il y a par épicerie? Parce que j'ai du mal à me projeter si on parle de 20 personnes, de 200 personnes. Ouais, ok. Écoute, moi, celle dont j'ai été 3 ans et demi, c'était 150 foyers, en gros. 120, 150 foyers, selon le renouvellement. Et les épiceries qui sont donc par exemple à Saint-Denis ou à Amiens, dans des villes un peu plus grandes, ont bloqué en gros leurs adhésions à 250 foyers. Parce qu'après ça change un peu. Ça veut dire que ça commence à devenir un peu plus lourd comme gestion, il faut plus souvent des produits, il faut plus souvent commander, ça fait un peu un travail qui est plus dur à répartir aussi, et une distance que prennent les gens par rapport à un peu leur bien commun. Voilà, donc empiriquement, les gens dans ces épiceries ont dit 250, c'est notre max, pour avoir expérimenté jusqu'à 350 foyers. Voilà, donc nous, c'est 150, c'est un peu la moyenne, quoi. Il y a des collectifs qui fonctionnent très bien à 30, 40, dans des petits villages. Et encore, je dis des bêtises, parce que même dans les petits villages de 150 habitants, il y a des épiceries à 60 foyers. Même maintenant 80, d'ailleurs, dans un village. Donc voilà, en gros. Donc il y a donc ça représente un peu de volume quand même, en tout cas nous pour la note, quelques dizaines de milliers d'euros, 60 000 euros je pense de chiffres par an, à la louche, hein. On n'a pas non plus un suivi là-dessus. Et donc bon, le quotidien, donc il y a ces permanences là comme tâche, il y a commander des produits, n'importe qui peut commander des produits.
à n'importe où, pour n'importe quel montant. On expliquera, il y a un petit mécanisme pour s'assurer qu'on ne soit pas dans le rouge. Donc il y a une personne qui est en charge de dire oui à l'argent ou pas. Donc il dit, on lui dit j'ai besoin de 300 €, il nous dit ils y sont pas. Pas d'ordre de priorité. C'est-à-dire donc, en gros, l'équivalent du trésorier, quoi. Oui, mais qui a cette seule tâche-là, en tout cas, hein, de nous dire il y a de l'argent ou pas. Mais voilà, oui. Mais ça pourrait être un algorithme, hein, finalement, ou un tableur. La fonction se limite vraiment à il y a 3 000 € sur le compte, il y a déjà quelqu'un qui m'a réservé 600, il y a quelqu'un qui m'a réservé 800, il y a une sorte de file d'attente. Toi, tu me demandes 2000, ils y sont pas. Soit tu fais avec 1500 tout de suite, soit je te préviens dès qu'ils y sont. Voilà pour ce rôle-là. Ce qui nous assure de jamais être dans le rouge. Voilà. Et ensuite, il y a quelqu'un qui paye les factures, on lui envoie les factures, il les paye. Et puis pour la mise en rayon, en général, quand une palette arrive, par exemple, ou des produits arrivent, soit les personnes qui ont commandé se sentent de la mettre en rayon eux-mêmes, soit ils envoient un petit mail. On a une mailing list souvent dans ces épiceries, qui est le moyen un peu décentralisé de communiquer. Donc une mailing list, on envoie un message, tout le monde reçoit. Quand on répond, tout le monde reçoit. Et voilà, la mise en rayon, on met des petites étiquettes sur des produits et puis on les met dans des rayons, hein, ça prend 2 heures à un moment donné, c'est très basique. Mais une question toute bête, mais j'imagine que quand un livreur arrive avec une palette, il vous prévient pas forcément à l'avance et lui il a pas envie d'attendre 3 heures, donc s'il y a personne, concrètement comment ça se passe? Ouais, c'est un petit point de friction. Et des fois effectivement, dernière minute, il y a un message qui passe, dans un quart d'heure le livreur est là, ou il est là depuis un quart d'heure. Ça marche quand même tout le temps, hein. En fait, à part une ou deux fois où il repart avec sa palette et il revient le lendemain, il y a toujours plus ou moins quelqu'un qui arrive à se dépatouiller pour arriver et faire l'ouverture. Pour autant, mais ceci dit, qu'il récupère juste la palette, ça prend 5 minutes. Hein. La palette est rentrée dans le local, la personne ferme la clé et rentre chez elle, et puis après, il y a des gens qui viennent. Voilà. Après, il y a des épiceries, ça dépend aussi en fait, où on se situe, c'est-à-dire quand on est à la campagne, il passe pas tous les jours, il passe pas toutes les 3 minutes le livreur. Ils n'ont pas des tournées, etc. Quand on est à Saint-Denis, c'est plus facile de cadrer, et notamment le groupe de Saint-Denis dit « Nous, c'est le vendredi, c'est une fois toutes les 3 semaines, et c'est le vendredi le matin, et vous passez là ou vous gardez vos produits. » Même si il y a toujours des aléas, etc. Mais à un moment donné, il y a aussi une possibilité de... Voilà, chez nous, c'est plus freestyle, et ça marche quand même pour autant. Et du coup, je me disais sur les autres tâches, parce que j'imagine qu'il y a des trucs genre le ménage, ou tout simplement de vérifier que les produits sont... la date limite des produits, enfin tout ce genre de petites, comment on dit, de soins accordés en fait au fonctionnement, quoi, au projet. Les dates limites, c'est quelque chose qui se pose pas trop, c'est-à-dire les fruits et légumes, s'il y en a, ça se voit assez vite, hein, c'est la semaine, enfin tu peux pas non plus les garder 3 semaines et te rendre compte, ils sont moisis. Et souvent c'est la personne un peu qui met en œuvre cette commande-là en particulier, qui va avoir un œil un peu plus attentif. Pour les autres produits, pour les produits secs, les dates, c'est lointain en général. Donc il n'y a pas trop d'enjeux là-dessus, et le flux est suffisant pour qu'il n'y ait pas des trucs qui restent 4 ans là. Mais il y a des choses qui peuvent rester plusieurs mois, et une boîte de conserve, un paquet de pâtes, jusqu'à là, il n'y a pas trop de... Voilà. Il y a des œufs éventuellement, là où ça devrait tourner un peu plus. Et là, des fois, il y a quelqu'un qui se dit, moi, je m'occupe de ça, ou des fois, c'est le producteur lui-même. Voilà, c'est variable. Après, on n'a pas les mêmes enjeux. Comme on a un groupe fermé de personnes, on n'a pas non plus de normes d'hygiène très hautes à respecter. On n'a pas à avoir des banques de froid particulières, ni une balance homologuée, etc. C'est comme à la maison. Il y a beaucoup ce truc-là. Hein, alors, il y en a à la maison, c'est... Je sais qu'il en aimerait pas vivre éventuellement, mais en tout cas, il y a ce truc de ce qui vous semble le bon réflexe à la maison, essayez d'avoir ce bon réflexe là aussi. En fait, c'est notre truc à tous, et on le gère vraiment comme à la maison. Voilà. Donc, mais effectivement, le ménage a été... on parlera peut-être du fait des conflits. Il y a pas, je spoil, il n'y a pas de conflit, mais il y a eu 2 points de tension à un moment donné, notamment, qui ont été sur le ménage. Quelqu'un qui fait une photo et qui dit « Mais comment quelqu'un a pu laisser ça dans cet état-là » Voilà. Puis après, ça, du coup, les gens sont un peu plus attentifs, et des petits rappels à l'ordre spontanés de personnes. Voilà. Après, on n'est pas sur un truc ultra propre, ultra beau. On est dans un local un peu vétuste, un peu défraîchi des années 70-80. Personne ne se soucie trop de ça. Enfin, voilà. Mais en tout cas, si c'est un enjeu pour quelqu'un, ça peut devenir un enjeu collectif. Et voilà. Et est-ce que ça veut dire que vous interdisez d'acheter par exemple certains produits, notamment tout ce qui va être frais, tout ce qui est fromage, enfin tout ce qui doit être conservé dans un frigo par exemple? Alors, ouais, pour la petite anecdote, au tout début, alors que c'est un modèle où
à la première réunion de présentation donc d'une épicerie en particulier, comme Cocoricope à Villers-Cotterêts. C'est moi qui faisais la petite présentation, un petit 15 personnes qui étaient venues pour intéresser. Et je dis, bon, a priori, il n'y a pas de règle. Le truc, c'est que notre fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et on va pouvoir fonctionner dedans. Et on se dit, bon, quand même, on va s'en mettre 2 pour démarrer. On fait qu'une permanence par semaine parce que sinon, ça va être une charge trop lourde immédiatement. Première session, première permanence, les gens, ils sont tellement enthousiastes qu'ils en font 3 par semaine. Bon, voilà, après, ça s'est un peu tassé avant de reprendre. Bon, bah voilà, donc ça a sauté immédiatement. Et la deuxième, c'était on évite le frais. Et au bout de 15 jours, il y avait du fromage de chèvre. Bon, bah, voilà. Et donc, ça a démarré sur une glacière, de la précommande, quelqu'un qui vient tel jour récupérer ça. Donc, il y a toujours des choses qui fonctionnent comme ça. En fait, chacun trouve son petit système qui, à la fois, le met en sécurité puisque j'investis de l'argent commun, j'ai une petite responsabilité. Même si elle n'est pas affichée, on ne dit pas un tel a commandé. Hein. Mais on n'a pas envie d'être celui qui plante le truc. Donc, bon, bah voilà, ça va être sur un truc un peu sensible du fromage de chèvre. Bon, c'est sur précommande, il faut venir récupérer tel jour. Puis après, finalement, il y a eu des frigos, donc ça laisse un peu plus de flexibilité, etc. Donc là, maintenant, sur la viande, par exemple, il y en a qui consomment de la viande et ça reste sur précommande, c'est un truc un peu sensible. Ça arrive déjà découpé, en lot, comme prévu. Voilà, on ne fait pas trop tout ça sur place. Donc non, on ne s'interdit rien. Et donc, il y a des collectifs plus osés que d'autres. Il y en a qui investissent dans des banques de frais éventuellement, qui ont beaucoup de légumes, d'autres qui en ont moins, et qui gèrent ça de diverses manières. Ouais. Du coup, avec ce que tu viens de dire, peut-être est-ce que tu peux revenir sur comment se prennent les décisions ? Parce que là, de ce que tu présentes, en fait, chacun prend ses initiatives et vous avez juste une mailing list où vous écrivez il y a un problème. Éventuellement, ou voire on n'écrit pas. Évidemment, idéalement, on prévient quand il y a un truc un peu qui concerne tout le monde et ça vaut le coup que tout le monde le sache puisque ça participe d'un truc où tout le monde monte en conscience sur c'est quoi qui se passe et qu'est-ce que ça nécessite comme fonctionnement. Et voilà, d'avoir des points de vigilance. Pour autant, certains le font pas, ils font un truc dans leur coin. Et au début, c'est assez magique la première année. Et ça se répète souvent dans les autres épiceries, donc c'est pas que, par exemple, Cocoricope. Mais en tout cas, nous, c'était vraiment particulier d'arriver dans un local qui change toutes les semaines. Il y a des étagères qui apparaissent, les produits, quelqu'un les a déplacés sur une autre étagère, il y a un canapé qui arrive, il y a un affichage, et ça bouge comme ça pendant un an, avant de se stabiliser, évidemment. Maintenant on sert un peu, on remplit bien notre local, donc c'est plus dur de faire ça. Il y a encore des améliorations. Et là, des fois, et sans que, voilà, t'arrives, tu découvres qu'il y a des choses qui ont changé. En tout cas, là, c'est un truc où il y a tellement peu d'enjeux. Enfin, l'objectif est très bien défini, c'est-à-dire, on est là pour avoir des produits, etc. Les tâches sont très simples, il y a très peu de tâches, et elles sont assez simples, même si pour certaines personnes, ça peut être problème. Donc, on peut aussi... il y a une explication, hein, éventuellement. Parce que j'imagine, ne serait-ce que sur le choix des fournisseurs. Oui, il n'y a pas de concertation. Donc évidemment, chez nous, vraiment, tout le monde est libre de faire toutes les commandes qu'il souhaite, où il veut. Donc alors, il y a des collectifs qui aimeraient un peu plus parfois limiter du bio, du local, etc. Ce qui pose toujours un tas de galères après pour ce... Alors c'est quoi ? C'est bio, c'est local ? Est-ce que c'est vegan ? Et on va se battre un peu là-dessus. Nous, vraiment, quand on présente, souvent on dit voilà, tu veux mettre du Nutella, tu mets de la Nutella. Il y a vraiment ce truc-là, de ne pas exclure des gens, notamment en plus par ailleurs. Parce que si on fait que du bio, il n'y a que des gens qui vont venir manger du bio, donc on est dans un autre soi, ça n'amène pas des gens vers le bio éventuellement, alors que quand tu viens dans un truc qui a un peu de tout, tu vas pouvoir éventuellement te dire ah finalement, j'ai du bio plus accessible que d'habitude, 30% moins cher éventuellement, ou voire du vrac. Et donc y accéder petit à petit. Donc il y a aussi ce travail d'éducation populaire qui est vraiment à la base du projet. Et voilà. Et puis par ailleurs, on ne veut pas être dans un truc hypocrite où on te renvoie au supermarché pour aller finir tes courses. Voilà, tout le monde peut commander de tout. Après, ça part pas, c'est-à-dire que tu t'acharnes pas quand tu vois que ton produit... personne ne le consomme et qu'il reste là 6 mois, a priori la fois suivante tu vas prendre moins, enfin tu vas t'adapter certainement, mais bon, tant que toi tu le consommes à la limite, tu peux le prendre. Voilà, il n'y a pas de contrôle ni a priori ni a posteriori, même s'il peut éventuellement y avoir de la discussion. Il y a eu quelques exemples, des dates qui viennent d'un tel endroit et quelqu'un qui dit c'est pas chouette des dates qui viennent de cet endroit, et après la personne derrière elle prend pas, et puis voilà. Donc il y a cette tolérance aussi sur les croyances et les envies de chacun, et puis le milieu social, enfin tout un tas de choses en fait, et les conditions. Comment ça se formalise ? Parce que tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de charte. Vous avez quand même des statuts. Rassure-nous. Oui, alors je vais vous parler du cas de Cocoricope, puis après généraliser peut-être. Au début, nous, quand on a créé notre épicerie, on s'est inspiré d'une autre épicerie, donc c'est Dionycope à Saint-Denis, qui ont écrit un petit bouquin qui précise un peu les modalités de leur truc.
Et quoi on prend conseil Qui d'ailleurs a été réédité en janvier et préfacé par Simon Cotin-Marx que nous avions reçu. Et donc, ils nous disent, en fait, il y a une asso, il y a besoin, mais vous la mettez à l'écart. Voilà, bon, vous la mettez à l'écart. Alors tu te dis, qu'est-ce que c'est? C'était assez mystérieux. Écoute, on ne savait pas trop non plus. Alors nous, on s'est dit, on la met à l'écart. Donc on a récupéré pour la mettre à l'écart. Donc eux, en fait, ils nous disent, il y a une asso, il y a un président, il y a un machin, mais on n'en parle trop jamais. On fait en sorte que l'asso, les gens, eux, la particularité, c'est que les gens ne sont pas membres de l'asso. Donc il y a 2-3 personnes dans l'asso. C'est extérieur un peu au collectif. Bon. Alors ça nous a pas tout à fait convenu parce que moi, quand j'ai fait une visite à Diony Cop, donc avant de lancer à Villers-Cotterêts, on me parle de deux personnes en boucle. C'est-à-dire, les gens sont très accueillants, on m'explique le modèle, il y a 2 noms qui reviennent en permanence, et le président et le trésorier de l'association. Et je me dis, zut, ça apparaissait moins dans le bouquin, ça. Et donc, bon. Alors, pour autant, on a récupéré, du coup, nous, on a demandé à une autre association qui faisait d'autres activités. Est-ce que vous acceptez qu'on puisse utiliser votre structure pour avoir un compte en banque, un bail, etc. Voilà, à condition qu'on se fiche la paix mutuellement. Pour autant, on devient membre, etc. Alors, c'est un peu particulier. Voilà. Et donc l'asso n'a pas le même nom que le collectif, enfin que le projet. Et puis, c'est effectivement vaguement oublié. Et c'est aussi vaguement oublié parce que, effectivement, comme ça n'intervient jamais dans la vie du collectif, il n'y a jamais le président ou le trésorier, ou je ne sais pas quoi, il n'y a jamais eu de contrainte venant de l'association sur le collectif. Du coup, ça n'a jamais été une préoccupation pour les membres. Il y en a plein qui ignorent ce montage. Alors c'est un peu dommage, du point de vue qu'il n'y ait pas cette communication à fond, mais en tout cas qu'ils s'en fichent, parce que ça n'a aucun impact sur leur vie. Pourtant, il y a des statuts. Et comme tu disais tout à l'heure, ils cotisent quand même. Et oui, alors que c'est libre, mais en tout cas, donc, leur cotise, c'est une participation libre aux frais de fonctionnement. Donc, qu'il y asso ou pas, il y aurait ce truc-là, il faut qu'on se paye un local à 5 000 € par an, il faut qu'on mette tous à la poche, plus ou moins, selon ses besoins. Mais ils ne cotisent pas pour avoir le droit d'être dans l'asso. S'ils donnent 0, ils donnent 0 et personne ne vérifie d'ailleurs le montant précis des cotisations. Enfin, même large. Voilà. Par contre, quand effectivement on a été amené à s'aimer, on a vu que certains groupes n'oubliaient pas qu'ils avaient une asso. Parce qu'au début, on leur dit, faites comme nous, c'est pas là. Et puis le président ou la présidente le rappelle un peu trop souvent, son statut, etc. Et ça joue dans la dynamique du collectif. Donc effectivement, nous maintenant, à Racopli, on est maintenant revenu plutôt sur un truc, en fait, l'asso, elle est fondue avec le collectif, vraiment, et on a essayé de créer des statuts qui limitent les espaces de pouvoir classiques. Donc, il n'y a pas d'AG, il n'y a pas de serre, il n'y a pas de bureau, etc. Et c'est formalisé. Les libertés, que tout le monde peut commander et saisir tous les moyens de l'association pour passer des contrats avec l'extérieur, c'est formalisé. Un certain nombre de moyens qu'on juge un peu liberticides sont interdits. Et voilà, donc il y a quelque chose qui vient consolider le projet, alors que jusque-là, c'était toujours un facteur de risque, l'association. C'est quelque chose qui peut venir perturber par un autre système, par l'AG, par des postes de bureau ou de commission, qui vont venir perturber, avec lesquels il va falloir composer sans se laisser emmener là-dedans. Et voilà, là on a des statuts qui interdisent ça même, et qui viennent consolider plutôt le modèle. Et ces statuts... alors j'allais dire libre au sens de chacun est libre de faire ce qu'il veut au sein de l'association. Est-ce qu'ils ne sont pas limitants, voire problématiques lorsque typiquement vous allez voir une banque? Enfin, au sens de, tu vas voir un banquier et tu lui dis que en fait, dans ta structure, n'importe qui peut faire une dépense et prendre n'importe quel risque. Est-ce que ton banquier te dit, en fait, c'est pas ici que tu ouvres un compte en banque? Alors, l'éducation populaire, effectivement, elle ne s'arrête pas au collectif. Elle se fait aussi au niveau des différentes institutions. Récemment, j'ai créé une asso avec des statuts à peu près similaires. La préfecture me refuse le truc en me disant il n'y a pas de déclaration d'AG constitutive. Et je leur dis dommage, a priori, c'est pas obligatoire. Donc, si vous me dites que c'est obligatoire, je vous la fais, il n'y a pas de souci. Juste pointez-moi le bout du texte. Et je reçois 2 heures après. Après examen, effectivement, c'est bon, c'est validé l'asso. Alors, vous examinez 2 fois dans les mêmes conditions, une fois c'est refusé, une fois c'est accepté. Bon, voilà, donc en fait, il n'y a pas besoin, c'est tout. Mais il faut leur rappeler. Tout le monde ne le sait pas. Et pareil, eux aussi sont pris dans leurs habitudes. Et à la banque, souvent, ça prend un peu de temps de discussion. Oui, vous voulez effectivement, là où également, le jour j'ai créé un compte en banque. Vous voulez une déclaration qui vous annonce les dirigeants, les machins. C'est compliqué, quoi. Dommage, on n'est pas obligé et puis on l'a pas fait. Donc voilà. Pour autant, la banque va néanmoins demander une personne qui est gestionnaire du compte. Et après, peu importe, on peut créer autant de délégations qu'on veut, même si leurs systèmes sont un peu lourds, en général, pour faire ça.
Bon, nous, il n'y a pas 50 personnes qui payent en revanche. Tout le monde peut mobiliser l'argent et envoyer une facture à celui qui paye, mais il y a 1-2 personnes qui se chargent de payer les factures. Donc, ça leur apporte une mini-garantie de... ça ira pas jusqu'à moins 10 000 a priori, et ils ont un nom qu'ils peuvent appeler si ils disent bizarre. Voilà. Je me dis, j'avais une autre question, mais je me dis que ça fait quand même super bien le lien avec la question d'expert. Ouais. Donc comme ça, peut-être qu'on rebouclera derrière, on recreusera les autres aspects. Et aujourd'hui, notre expert est Mathieu Castin, de la coopérative d'expertise comptable et de conseil Finacop, donc qui est dédiée au secteur de l'ESS et qui travaille avec beaucoup d'associations. Alors, rebonjour Mathieu, si tu nous entends. Rebonjour Karl. Par rapport à tout ce qu'on vient de discuter, à ce que vient de nous raconter Ludovic, en fait, on voulait vraiment revenir avec toi sur cet ensemble de points parce qu'on ne sait pas si tu es en PLS comme nous, mais voilà, on se pose la question. Et alors, la question pour savoir si tu es aussi en PLS, elle est relativement simple. Donc, c'est est-ce qu'une association peut fonctionner sans admin, c'est-à-dire sans administrateur, mais aussi plus globalement sans administratif de ton point de vue ? Oui, alors il faut déjà faire un tour sur l'aspect juridique d'une association. Alors théoriquement, une association n'est pas tenue de se déclarer, on peut rester association de fait. En pratique, c'est quand même plus sécurisant de se déclarer, donc ça implique une inscription en préfecture et la signature de statut avec au moins 2 adhérents, 2 membres. Pourquoi ? Parce que ça permet de limiter la responsabilité des dirigeants. Parce que quand on est association de fait, si jamais il y a un problème, on peut venir sur nos deniers personnels, nous demander des choses. Alors que là, la responsabilité des dirigeants, elle est encadrée. Elle est, alors, pour rassurer tout le monde, elle est très limitée. C'est-à-dire que, sauf manœuvre frauduleuse, donc volonté de détournement ou autre, il n'y a pas de condamnation des dirigeants, même la négligence est tolérée par la jurisprudence. Donc c'est très protecteur pour les dirigeants, justement. Ça implique d'avoir alors au moins un représentant légal. C'est la loi 1901, elle est très 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 libre et libérale dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'un seul dirigeant est requis pour une inscription. Alors, en pratique, on parle souvent de président, on a souvent un bureau, un conseil d'administration, mais nul n'est tenu d'avoir autant une gouvernance aussi élaborée. Alors, en pratique aussi, il y a quelques préfectures qui aiment bien quand il y a un deuxième dirigeant, mais on peut se contenter d'avoir un seul dirigeant. Donc non, il n'y a pas d'obligation d'avoir des administrateurs. Certaines associations de type autogestion n'en ont pas. Ça peut être utile si on veut partager la responsabilité entre plusieurs personnes. Ça peut être utile si on veut aussi gérer notamment de l'administratif. Alors ça fait écho à la deuxième question, est-ce qu'il y a forcément de l'administratif ? Moi je suis un peu allergique à l'administratif, c'est un peu paradoxal par rapport à mon métier d'expert comptable, mais c'est vrai que j'aime bien, j'ai été aussi trésorier de multiples associations et j'ai toujours eu à cœur d'alléger au maximum l'administratif, notamment en numérisant le plus possible, en supprimant le plus possible la paperasse, y compris tout ce qui est facture, notes de frais, etc. Donc il y a, je pense, un enjeu aussi à simplifier au maximum la gestion pour faire que ce soit facile et accessible pour n'importe qui finalement, voire la réduire à la portion la plus congrue possible. Donc, il y en a toujours un minimum quand on doit gérer des flux monétaires, un compte en banque, peut-être quelques fichiers, des tableurs, avec des adhérents, etc. Donc maintenant, il y a aussi des outils type Hello Asso, mais il y en a d'autres aussi qui permettent d'automatiser tout ça. Donc, oui, l'enjeu, c'est aussi d'être le plus simple possible pour des petites structures notamment où, on parle souvent de personnes qui n'ont pas l'habitude de la gestion d'entreprise. Donc en effet, c'est un enjeu, notamment dans les épiceries associatives. Ouais. Et alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres grandes obligations administratives auxquelles vont être soumises les assos et notamment, est-ce que tu
tu arrives à faire une distinction entre ce qui peut relever d'obligations, de normes ou de formalités? Ouais. Alors, on pourrait aussi discuter de tout ce qui est comptabilité et fiscalité. Alors, la compta, c'est aussi un mot qui peut faire peur. Il faut savoir que les associations ne sont pas tenues, contrairement aux sociétés, d'avoir une comptabilité normée par le plan comptable et donc par la loi, dès lors qu'elle ne dépasse pas certains seuils. Voilà. Alors, ce qui va déclencher souvent le fait d'avoir une comptabilité très normée, c'est quand on dépasse les seuils, notamment liés aux subventions qu'on peut recevoir. Subventions, donc ça émane d'une collectivité publique. Donc quand ça dépasse en général 23 000 euros par an, ou quand on a au moins 153 000 euros de subventions ou de dons par an, donc là on en est loin. Là on doit respecter ce qu'on appelle le plan comptable associatif, qui est spécifique aux associations. À défaut, on n'est pas tenu d'avoir une compta normée. Pour autant, on peut avoir alors soit des membres qui décident d'avoir une comptabilité à minimum formalisée, donc plutôt en termes de bonne gestion, je dirais, soit des tiers extérieurs, type banquier, type autres financeurs, qui pourraient avoir besoin d'une comptabilité qui retrace à minima alors les recettes et les dépenses, parfois aussi un état patrimonial, ce qu'on appelle un bilan. Donc recettes et dépenses, c'est plutôt compte de résultat, et puis patrimoine, c'est plutôt un bilan. Voilà ce qui peut nous amener à avoir une compta. Et sinon, on peut avoir aussi des sujets fiscaux, on pourra rentrer dans le détail progressivement, mais notamment quand on a des activités qui sont susceptibles d'être en concurrence avec le marché, comme on dit. Donc c'est ce qu'on appelle la lucrativité, non pas au sens juridique, mais au sens fiscal du terme, c'est-à-dire des activités potentiellement concurrentielles. Là, on peut avoir potentiellement le fisc qui peut venir toquer à la porte. Et donc, il faut aussi s'assurer qu'on est donc hors du cadre concurrentiel ou qu'on exerce la concurrence dans des conditions différentes. On a déjà discuté de ça dans des podcasts précédents, mais c'est la fameuse règle des 4 P, prix, public, produit, publicité, pour prouver qu'on peut s'exonérer des obligations fiscales et donc de devoir payer des impôts. Mais c'est justement une question qu'on se posait à propos des épiceries autogérées, parce que, a priori, si on regarde dans le modèle de loi, on a vraiment l'impression que, d'une certaine manière, vous faites concurrence à des épiceries classiques, au sens où vous vendez pas, mais vous proposez les mêmes produits, ou en tout cas des produits qu'on pourrait trouver dans la grande distribution, à un prix qui, de fait, va être inférieur. Je ne sais pas si tu veux réagir, Ludovic, ce que tu en penses, toi, Mathieu. Vas-y Mathieu, ouais. Alors, ouais, c'est vrai que aujourd'hui en France, dans la doctrine fiscale, on n'a que certaines catégories d'associations qui, de par les services qu'elles rendent à leurs membres, sont exonérées de TVA. On parle des associations à caractère sportif, éducatif, social et culturel, donc par exemple des assos sportives, des assos de soutien à des malades, une troupe de théâtre associative, ce genre d'activités qui sont hors du champ concurrentiel, même si avec le cadre européen, ça tend à grignoter un peu tous les domaines de l'activité européenne. Aujourd'hui, ce sont celles qui sont protégées. Donc malheureusement, dès lors qu'on touche un peu à des activités un peu commerciales, donc tout ce qui est bar associatif, café, épicerie, là on est susceptible de rentrer dans le cadre concurrentiel. Donc pour pouvoir s'en exonérer, il faudrait pouvoir prouver que les deux critères principaux, c'est le produit. Le produit, malheureusement, c'est des produits souvent qu'on retrouve dans la distribution classique. Donc ce serait le public, on pourrait s'en distinguer. Ce que dit la doctrine fiscale, c'est qu'il faudrait que principalement, donc majoritairement, le public soit à caractère social. Donc ça peut être des personnes chômage ou handicap ou avec assistance sociale. Ce que quelques épiceries assurent. À défaut, il y aurait un risque de fiscalisation. Alors je tiens à relativiser assez vite. Ça intéresse peu le fisc aujourd'hui, donc il y a une forme de tolérance fiscale. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'activités qui sont soumises à des taux réduits de TVA et où il n'y a aucune marge, donc il n'y a pas de bénéfice en fin d'année. Donc il y a concrètement
aucun impôt, que ce soit impôt sur les sociétés ou TVA, à aller chercher pour le fisc. Donc, à ma connaissance, il y a très très peu d'associations qui se font embêter, sauf celles qui vont faire le choix de faire un rescrit fiscal et qui peuvent avoir un retour négatif. C'est pour ça que parfois on déconseille le rescrit fiscal aussi. Et là où on peut se poser la question, c'est plus dans le jeu fiscal, c'est si on veut faire défiscaliser des donateurs, où là ça peut être un peu risqué, entre guillemets. Voilà, aller demander de la défisc aux adhérents et aux donateurs. Est-ce que tu veux réagir, Ludovic ? Ouais, pourquoi pas. Alors, effectivement, sur les 4P, c'est comment on se positionne. Nous, on a effectivement fait pas une démarche proactive auprès des impôts pour solliciter leur avis. On a fait notre auto-diagnostic par rapport à ces 4P, par rapport à la gouvernance, qui doit être démocratique. On estime que la nôtre, elle l'est, voire davantage que d'autres modèles. Et ensuite, effectivement, ces 4P-là. Alors, les produits, effectivement, c'est un peu les mêmes, pour défendre vite fait le truc, c'est à peu près les mêmes que dans la grande distribution. Pour autant, alors quand on est dans une grande ville, effectivement, pas très loin, on va trouver une Biocoop, un Monoprix, je sais pas quoi. Il faut que je dise plus de marques. Et donc, effectivement, là, on va avoir les mêmes produits. Donc, ce critère de produit va pas marcher. Quand on est dans un village de 150 habitants, à 25 km de la première ville avec des supermarchés, on va avoir, pour le coup, des produits qu'on ne trouve pas à côté de chez soi, et surtout quand on n'est pas motorisé, etc. Donc, pour le coup, il n'y a pas les produits équivalents juste à côté. Et même dans la ville où par exemple, à Villers-Cotterêts, c'est 13 000 habitants, donc c'est un peu plus... Il y a 2 commerces, il y a 2 il y a 2 supermarchés. Pour autant, par exemple, leur gamme bio... Par exemple, des protéines de soja texturées, j'ai cité ça tout à l'heure, va falloir faire des bornes pour en trouver. Donc il y a plein de produits qu'on ne va pas trouver non plus, pas de la même manière. Voilà, donc pour les produits, il y a donc cet aspect-là. Effectivement, les prix, c'est 30% moins cher en moyenne, et donc ça, c'est quand même un critère assez décisif aussi dans ce truc-là. C'est d'ailleurs un peu une sorte de moyenne qui est annoncée. C'est quand vous êtes à peu près 30% moins cher. Vous êtes sûrement non lucratif, parce que en fait, en général, la marge, c'est 30%, en gros, une fois que... Donc, quand vous êtes vraiment à ça, c'est qu'effectivement, a priori, vous ne faites pas ça pour gagner votre vie. Voilà, mais après, après, c'est aussi selon la personne qui vient vous contrôler. C'est des critères assez flous un peu quand même, et qui ne sont pas assez arbitraires. Ouais, c'est très arbitraire. Donc, même un coup, j'ai fait un rescrit fiscal pour une autre asso, on me donne un résultat, je le conteste un peu, et on me dit, du coup, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire maintenant, et puis on verra si ça donne un autre résultat ou pas. Donc même eux sont conscients d'ailleurs de ce biais individuel et de la manière d'interpréter. Donc bref, du coup, sur les prix, voilà. Sur la publicité, on ne fait pas de pub comme à la manière... voilà. On pourrait faire un peu de pub et dire chez nous il n'y a pas de marge, je sais pas quoi, mais c'est pas produit par produit, on n'est pas en concurrence, on se fixe pas comme nous concurrents à quelque chose. C'est nous on fonctionne d'une certaine manière, éventuellement on pourrait mettre en avant le modèle, ce que d'ailleurs on fait pas, mais on pourrait. Il y aurait une certaine possibilité. Et ensuite, le public, évidemment, c'est les modalités d'accès aux produits et aux biens, aux services, quoi. Donc, on n'est pas comparable à une épicerie ou un supermarché habituel. On prend des engagements, même s'ils sont assez libres. Un engagement moral à participer. On fait une avance sur sa consommation, même si elle peut être modeste. On participe aux frais, même pareil, là encore, si c'est assez libre. Et voilà. Donc, c'est pas non plus la même manière de consommer les choses-là. Donc, nous, on estime que c'est assez solide dans notre autodiagnostic. Et si les impôts sont pas d'accord, effectivement, on s'acquittera de ce qu'il faut. Comme le disait Mathieu, ça va pas chercher très loin. C'est-à-dire qu'on va nous demander 1% de pas de marge. Voilà, si vous voulez, on vous donne 3 €. Et en plus, nous, en fait, on aurait, financièrement parlant, intérêt. Par exemple, nous, on paye un local, il y a 60 € de TVA par mois sur ce local-là. En réalité, on récupérait certainement de la TVA. Puisque quand on fait la déclaration de TVA, il y a ce qu'on paye en TVA et puis ce qu'on reçoit. Donc de la part des membres, en tout cas des gens qui vont récupérer des produits, on ne récupère pas de TVA supplémentaire. TVA qu'on paye aux fournisseurs à chaque fois. Et en plus, on paye de la TVA sur notre local. Donc on pourrait récupérer de l'argent. Est-ce que ça vaut tous les 3 mois de faire un inventaire, une petite compta, etc. pour faire une déclaration ? Non, on s'épargne ça pour 10 balles ou 20 balles. Ouais, puis il y a toujours aussi une autre règle de franchise de TVA qui concerne toutes les micro-entreprises, quel que soit le statut, SAS, auto-entrepreneur, association, c'est jusqu'à 90 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. On peut demander la franchise en base de TVA. Voilà, donc il est toujours temps de faire 2 assos pour être en dessous. Non, mais c'est une question la dernière fois sur Alternativa qui est venue faire une émission. Il y a vraiment ce truc-là, des fois,
y a une prise de risque. On a pu voir avec L214, des fois, que ça agit au nom d'eux. En fait, fait 38 assauts, ça se fait en 2 secondes, une assaut. Donc, sectoriser. Il y a ce truc-là, pour la fiscalité, de sectoriser son activité lucrative, etc., de la séparer. Mais en fait, même les activités diverses et variées, sectoriser. Et puis, faites 38 structures. Ça va vite, il n'y a pas de conséquences. Oui, c'est plus facile que la sectorisation. Oui, en plus. Si même Mathieu nous conseille de faire de multiples assauts. J'allais dire, je vois le regard de Karl qui se voile. Mais du coup, en fait, ça fait presque bien le lien avec la dernière question qu'on voulait te poser. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu ici au podcast, Mathieu. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes avec Yael, on pleure. On note un renforcement des contrôles, des contraintes qui pèsent sur les assos. Voilà, le dernier épisode était consacré au contrat d'engagement républicain. Il y a des choses qui sont en apparence anodines, mais qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Par exemple, on doit maintenant déclarer le nombre de dons qu'on reçoit aux APO. On a des attestations concernant le blanchiment d'argent, le financement du terroriste, etc. Et donc, en fait, on voulait un peu avoir ta réaction sur ce sujet-là, au sens de est-ce que toi, tu perçois aussi cette tendance à de plus en plus de contrôle de l'activité associative et puis, au-delà de ça, justement, dans le cas de Ludovic, quelles conséquences tu perçois sur les modèles d'autogestion et les associations libres ou souples? Surtout peut-être, juste pour témoigner là-dessus, en plus ces attestations et ces déclarations vont avec, on doit donner en plus, on doit joindre des PV d'AG, des bilans comptables, même pour des toutes petites assos, quoi. Donc c'est pas juste signer un papier. Alors la France a cette capacité à créer une bureaucratie illimitée qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant, parce que déjà, alors faut savoir que même nous, experts comptables, on nous demande de demander la carte d'identité des dirigeants des associations. Alors parce que par exemple nous à Paris, on ne fait pas parce qu'on considère qu'on n'est pas flic, mais on peut être soumis nous-mêmes à des contrôles si jamais on le fait pas. Ce que la plupart des cabinets font, voilà, pour éviter d'être embêtés. Les banques le font, ça, vous inquiétez pas que les banques, dès qu'il y a une obligation légale, elles veulent pas être embêtées, donc c'est les premières concernées. Donc il y a tout ce qui est demande de déclaration, les déclarations à Tracfin dès lors qu'on voit des mouvements de fonds irréguliers. Notamment lié au blanchiment et au financement du terrorisme. Donc, dès qu'on a un soupçon, il faut le déclarer à une entité qui s'appelle Tracfin, nationale, Trac sur la fraude financière. Et depuis peu, alors c'est à notre grande dame du mouvement associatif et tous les acteurs, les institutions de l'ESS, on voit un tournant, alors entre guillemets républicain, mais pour moi qui dénote une extrême droitisation aussi de nos politiques vers dès qu'il y a des fonds étrangers, il faut les déclarer. Tout ce qui touche à l'étranger est par essence mauvais, risqué. Les banques jouent le jeu aussi de demander plein de nouveaux éléments, documents pour voir s'il n'y aurait pas des choses bizarres qui se passeraient dans l'association, donc des PV, etc., des comptes. On a aussi les préfectures sur tout ce qui est fonds de dotation, parce que les fonds de dotation sont gérés aussi par les préfectures. Dès lors qu'il y a des mouvements un peu bizarres ou qu'il n'y a pas d'activité ou autre, on sent qu'il y a une pression croissante. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont entre guillemets épargnés, c'est le fisc. Pourquoi ? Parce que les contrôleurs fiscaux ont de moins en moins de moyens. Donc, faut aussi le dire, c'est une réalité qu'on vit. Moi, j'ai mon père contrôleur des impôts, donc je sais en parler aussi. C'est génial ça quand même, avoir un père contrôleur des impôts quand on crée des lois, mais qui sont pas toujours suivies d'effet parce qu'on met pas les moyens derrière aussi. Donc de temps en temps, ça va être on va embêter les assos sur le terrorisme ou autre. Après, j'ai envie de dire, les petites assos comme nous là, celles dont on parle. Bon, le fisc, si on va pas les voir, ils vont pas forcément venir nous embêter, sauf s'il y a une dénonciation d'un concurrent mécontent ou s'il y a une vraie concurrence déloyale ou autre chose. Faut aussi avoir raison garder. Et puis là, encore une fois, on est sur des non-sommes pour moi à récupérer par le fisc. Donc le fisc, il va là aussi où il y a de l'argent à récupérer. C'est pour ça que je parlais plutôt des logiques de défiscalisation où là, il faut être un minimum vigilant, mais on peut se baquer avec une auto-analyse comme le fait
Ludovic. Donc concrètement, on a ce poids des normes qui forcément a un impact sur la vie associative, parce qu'on n'a pas envie de gérer une association si c'est pour gérer de la paperasse, hein. Ça on le fait tous. Et plus en lame de fond aussi, je parlais un peu de l'Union européenne qui tous les 4 ans renégocie qu'est-ce qui rentre dans le dogme de tout ce qui est libéralisme. Donc on avait des exceptions aujourd'hui, notamment tout ce qui est service d'intérêt économique général. Chez nous, on dirait toutes les activités d'intérêt général. Où là, on a un peu moins d'obligations, on peut avoir plus de subventions, on peut avoir des défiscalisations, on peut ne pas payer les impôts. Mais de plus en plus, le champ des activités qui sont dans les exceptions rétrécit. Et on peut se penser récemment à tout ce qui est ressourcerie, recyclerie, qui s'en sont émus, parce que de plus en plus, on va leur dire que elles aussi, elles devront s'acquitter des impôts comme Ikea qui fait de la réparation et de la récupération des invendus. Donc ça, c'est un phénomène qui dépasse la France aussi. Voilà. Avec le déploiement de politiques libérales, néolibérales, qui s'adresse à tous les domaines de l'activité humaine aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'associations économiques, d'entreprises associatives ou non lucratives. Peut-être qu'un jour, on parlera plus de lucratif et non lucratif. On dira que tout est lucratif par essence. En tout cas, nous, on joue pas trop sur cette affaire de... C'est parce qu'il n'y a pas de contrôleur qu'on se permet des choses, hein, pour assurer aussi. On pense être droit dans nos bottes. Quand bien même il y aurait un contrôle, ça concerne des sommes ridicules, ça nous mettra une charge de travail un peu plus élevée, c'est-à-dire mais il y a quelqu'un qui fera la compta, enfin une compta modeste pour le coup, mais en tout cas qui fera les entrées-sorties et qui mettra ça dans un document et qui la renverra. Voilà, nous on a déjà... Ce qui prend quand même du temps, hein. Oui, on n'est pas obligé de le faire après de certaines manières non plus, c'est-à-dire petit compte du résultat à la cool. Ou voir délivrer les documents. Voilà, nous, on a à disposition de l'administration fiscale nos factures, les fiches. S'ils veulent les analyser, c'est leur problème. Oui, nous, on n'a malheureusement pas les moyens, on n'arrive pas à se structurer pour faire ça, éventuellement. Non, mais donc, on pense être droit, et puis l'enjeu, voilà, si jamais on venait nous... Voilà, on n'est pas inquiété, on n'est pas en danger, et ça ne changerait pas le modèle non plus, fondamentalement. Voilà. Après, si quelqu'un voulait faire des dons, des subventions, etc., on conseillerait plutôt de faire une asso les amis d'eux, et vous faites votre truc dans votre coin, et vous, en plus, vous embarquez pas tout le collectif là-dedans, et puis voilà, faites votre truc, et vous êtes responsable de ça dans votre coin. Voilà, et un tout petit autre mot, sur la loi, effectivement, on doit fournir des administrateurs, en fait, mais n'est pas précisé ce que c'est qu'un administrateur. Donc on n'est pas obligé de surinvestir non plus ce mot-là, de tout ce qu'on met d'habitude, de présidence, etc., de gestion. Donc nous, on spécifie notre administrateur, il transmet le courrier, quoi. Il transmet le courrier, et puis il est responsable de ça, et puis c'est les autres gens qui sont après responsables de ce qu'ils font. Et voilà, donc en plus, on limite dans les statuts vraiment sa responsabilité, parce que ça peut être inquiétant aussi pour quelqu'un qui s'imagine, oh là là, le président, il pourrait être en procès, je sais pas quoi. Non, en fait, t'inquiète, ta responsabilité, c'est de nous passer le courrier. Si tu nous as pas passé le courrier et que en fait, l'État t'a envoyé 38 demandes de je sais pas quoi, bah, t'as ta responsabilité là, un peu plus individuelle, mais voilà, on te sécurise un peu aussi dans le truc, et on fait en sorte que tu ne prennes pas de pouvoir non plus, que tu te sentes pas pousser des ailes. Bon, voilà. Oui, et puis en plus de ce que tu disais tout à l'heure, vous avez quand même quelqu'un, donc une ou deux personnes, qui ont quand même un œil sur le compte, c'est-à-dire même si c'est pas sous forme de tableau formalisé, etc. Qu'on soit pas dans le rouge. Ouais, vous savez quand même ce qui se passe, quoi. C'est pas YOLO. Oui, mais le savoir, et ce qui se passe, il y a des granularités différentes. Voilà, là on sait que c'est dans le rouge, c'est pas dans le rouge. C'est pas dans le rouge, et il y a une liste d'attente éventuelle de personnes qui veulent commander. Voilà notre gestion comptable. Et du coup, ce que je te propose pour la deuxième partie, mais en fait, on est déjà quasiment à la fin du podcast, donc on va prendre le temps quand même un peu. En fait, de revenir sur un peu l'historique du projet et justement comment vous êtes stabilisé un peu sur cette forme-là, d'autant plus que, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, quand on parle d'épicerie autogérée ou coopérative, souvent,
on ne pense pas forcément à des associations, mais plus à des coopératives. Et d'ailleurs, il y a un modèle qui revient tout le temps. Je pense notamment à la Louve. Et j'en parle d'autant plus que j'ai été coopératrice, mais j'ai été virée le mois dernier. Justement parce que, en fait, c'est des modèles qui sont assez lourds, où tu as des services à faire une fois toutes les 4 semaines. Enfin bref, et ça va avec, contrairement à ce que toi tu présentes comme modèle, avec une vision là du travail qui est très 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 découpée. Quand tu fais ton service, tu as telle tâche, et du coup si tu le fais pas, tu te fais virer. Donc voilà, moi, en l'occurrence c'était pour ça, si vous voulez tout savoir. Mais du coup ça va avec des contraintes. Enfin et des devoirs. Enfin bon bref, c'est un gros modèle. Du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur votre cheminement, peut-être les tâtonnements que vous avez eus, et du coup, ça fait reposer un peu la question de tout à l'heure sur, tu disais, il n'y a pas de réunion, et en gros, on discute que par mail. J'exagère, je tire le trait, mais... Non, c'est vrai. Du coup, je ne tire même pas le trait. Et en même temps, on ne discute pas tant que ça. Bah voilà, c'est ça. Du coup, comment vous avez tâtonné sans discuter? Ouais. Oui, c'est une base qui est posée dès le début, quand même, ce truc de on n'aura pas d'âge. Et c'est quelque chose qui soulage aussi un peu tout le monde au début. C'est-à-dire, on ne se lance pas dans un énième projet qui va nous prendre toute notre vie et dans lequel on va mettre 3 heures par semaine parce qu'on veut absolument que ça tienne. Donc, il y a un truc, on va voir, on démarre petit, on s'est basé sur un modèle, celui de Johnny Cop. On s'est dit que c'était bien pour démarrer, puis qu'on verrait en faisant. Et ça a pris. Donc, avec l'idée aussi de si ça rate, ça rate. Il y a ce truc de lâcher prise quand même qui nécessite ça, c'est-à-dire que si on veut absolument que ça marche coûte que coûte, évidemment on va faire en sorte que dès le début on ait plein de produits, des beaux rayons, etc. et que donc les gens qui viennent fassent « Ah c'est formidable, je reste », etc. Là, celui qui voit les rayons au début, c'est-à-dire on avait un local par exemple à Cocoricope de 80 mètres carrés, il y avait 3 étagères avec des produits au début. Donc c'est ridicule, puis en plus un truc un peu défraîchi comme local. Ceux qui s'attendent effectivement le côté satisfaction client... ils vont à Leclerc, quoi. Donc là, on n'est pas du tout sur cet aspect-là. Vous n'êtes pas content. Soit il y a un petit challenge pour vous et vous investissez et vous faites en sorte que ça soit à l'image de ce que vous voulez. Vous avez tous les moyens pour le faire. Et la légitimité, et voilà, vous avez vos responsabilités. Et on se fait confiance. C'est vraiment le truc. On se fait confiance a priori. Et si un truc ne marche pas, à un moment donné, on verra bien, quoi. Mais donc vraiment, on est parti sur ce modèle-là. On l'a même encore un peu plus simplifié, un peu plus de liberté encore. Mais il s'avère que ça marche. Alors du coup, on n'a pas eu besoin de revenir particulièrement en arrière. 2-3 ajustements par-ci, mais en fait, c'est dur à faire comprendre qu'effectivement, il n'y a pas besoin, en fait. Mais bon, parce que effectivement, le sujet, c'est aussi pour ça, tout à l'heure, je dis sectoriser peut-être en plusieurs assos, qu'on a différentes activités, parce que ça permet d'être sur une activité très claire sur ce qu'on va faire, pas d'interférence avec d'autres activités qui pourraient y avoir une concurrence sur des fonds, etc. Il y a une activité, c'est très précis. Donc, il n'y a pas besoin de se remettre d'accord non plus toutes les 30 secondes sur cette activité-là. Elle est très claire. Et puis là, c'est aussi un sujet facile. C'est-à-dire, il y a des produits, s'ils ne plaisent pas, ils restent un peu plus longtemps, mais ils finiront par partir. S'ils plaisent, ils vont partir. Et puis, donc, ce sera recommandé. C'est pas comme si on faisait un investissement dans une machine de 4 000 €. Et puis, en fait, c'est pas le bon investissement qu'il fallait faire. C'était pas de la bonne qualité. Ou personne ne s'en sert finalement de celui-là. Il y en aurait mieux fait d'acheter, etc. Ou là, peut-être qu'il va falloir discuter un peu plus. Parce qu'on n'avait que 4 000 €. Et si on les met dans cette machine plutôt que celle-là, là, il y a un enjeu fort. Est-ce que je prends 12 paquets de pâtes à 70 centimes quand je fais ma commande, ou 24? Est-ce que je prends des farfales ou des spaghettis? L'enjeu est minime, et puis si ça n'a pas raté ce mois-ci, il n'y a pas assez de spaghettis, il y en aura un peu plus le mois prochain. Voilà, donc en fait, il y a très peu de discussions. La plupart des échanges sur la mailing list, c'est d'ordre très pratique. Il y a une palette qui arrive, j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'eau au robinet, des choses comme ça. Et voilà. Donc du coup, mais parce que voilà, il y a très peu d'enjeux de pouvoir. Comme il n'y a pas un endroit non plus. En fait, souvent il y a des discussions aussi parce qu'on a créé des lieux ou des processus de décision où il va falloir être en confrontation, remporter un vote éventuellement, remporter une décision, arriver à convaincre tout le monde pour avoir le droit de faire ce qu'on veut faire. Donc en AG, il va falloir que j'ai 50% ou un consentement ou 66%, enfin bref, peu importe les modalités. Et donc il va falloir convaincre, se battre contre d'autres qui ont des intérêts différents, et pour savoir où est-ce qu'on met une étagère, quoi. C'est peut-être pas nécessaire. Donc après, des fois, il peut y avoir des enjeux qui nécessitent effectivement une discussion. Là, dans l'épicerie, il y en a très peu. Et donc, comme par ailleurs, j'ai le droit de faire mon expérience, j'ai pas besoin de me battre sans fin, j'ai pas besoin de discuter sans fin, et puis tu as déplacé l'étagère, je suis pas trop d'accord, je la redéplace. Non mais, et puis, où je suis avec l'étagère à cet endroit-là, il n'y a pas trop de... donc on peut s'autoriser d'essayer de se faire confiance d'abord, que quelqu'un tente quelque chose, et puis après, ça marche pas.
et la personne s'entête ou pas, et puis ça n'arrive pas en fait. Et puis si ça arrive, il y aura peut-être un rapport de force interpersonnel qui peut se créer. Bon, il s'avère que ça n'arrive pas. Voilà, il y a eu 2 rappels sur le ménage. Et le seul un peu conflit qu'il y a eu un peu au sage de ton qu'il y a pu avoir en 3 ans et demi là, à Villers-Cotterêts, c'est sur un truc qui n'est pas en lien avec l'épicerie. Voilà, c'est quelqu'un qui dit moi je fais un groupe qui rassemble des femmes pour discuter, etc. Et voilà, il y a un réac qui a dit écoutez, vous faites chier avec vos trucs woke. Et donc il s'est fait rabrouer par 3 personnes par mail. Enfin voilà, ça s'est pas allé plus loin. Voilà, donc c'est ça qu'il y a eu comme enjeu, qui est un peu extérieur. Et évidemment, l'extérieur peut jouer là-dessus. Autrement, voilà, on a tellement fait en sorte que chacun puisse faire ses trucs que ça ne crée pas de cristallisation d'endroits où il va falloir discuter pour avoir le droit de tenter quelque chose. Ça me semble être une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de conflit, en fait, et pas besoin de discussion. Je me dis, c'est marrant parce que nous, dans notre asso, en fait, vu qu'on est une asso où on discute, c'est le but, on fait des débats. Oui. Du coup, les gens, ils viennent pour discuter. Et donc, typiquement, les AG et même l'AG compta, mine de rien, c'est celle peut-être où les gens sont le plus au taquet. Parce que, en plus, on a une toute petite compta, donc effectivement, avec 3 000 € par an, en fait, 100 € tu le traces bien. Et c'est là où tu commences à parler de stratégie. Et du coup, c'est rigolo de voir... Enfin, j'ai du mal à imaginer. Mais peut-être que j'ai trop de prise dans cet assaut. Mais peut-être que tu es obligé de faire une compta pour avoir ce genre de discussion stratégique. Et il y a peut-être une autre chose qui nécessite pas ce travail en amont, de faire une compta précise, etc. Et qui va te permettre, dans le moins, d'avoir des discussions stratégiques avec d'autres outils, avec peut-être moins d'enjeux sur certaines choses. Bon, voilà, c'est... Savoir. Bon, après, je dis pas que c'est applicable à tous les cas. Là, vraiment, la particularité de l'épicerie, c'est que c'est assez facile, que de base, il y a très peu d'enjeux. Et donc, voilà, c'est un modèle qui a fonctionné pour ce genre de choses-là. Et si vous identifiez dans vos assos quelque chose qui pourrait être de cet ordre-là, peut-être séparez-le du reste des activités pour pas que ça soit pollué par les autres choses. Et là, vous pourrez tenter quelque chose où vous allez pouvoir un peu kiffer ce truc-là, où on va se faire confiance et où il y a des choses qui marchent assez magiques, au-delà vraiment de... C'est-à-dire que nous, on a beau l'avoir visité d'autres choses avant, et de voir que concrètement, visiblement, ça marche. Ils sont 250, ça fait 3 ans et demi. Quand on lance la nôtre, on se dit, ils nous ont peut-être pas tout dit, enfin, ça peut-être pas... peut-être qu'il y a embrouille. Et ouais, c'est la magie. Enfin, il y a un truc assez fou et qui se reproduit et qui est un peu le constat, enfin, le retour qu'on nous fait souvent, ce truc de... C'est bluffant et c'est assez jouissif. Et ça veut dire qu'à la base, lorsque vous avez créé la structure, vous êtes parti, tu dis nous, vous êtes parti d'un groupe d'amis, d'un groupe de voisins. Enfin, est-ce qu'il y a déjà une structure qui, au préalable, permet d'avoir une confiance entre les personnes ? Non. Voilà, non. Moi, j'ai lancé... Alors, oui et non. Alors, à Villers-Cotterêts, moi, j'étais sur un écolieu dans la forêt avec des gens. Et donc, il y avait des gens qui nous connaissent vaguement. Et en même temps... ce lieu passe aussi un peu pour le lieu du Luberlu. Donc, il y a à la fois de la crédibilité, parce qu'il fait des trucs sur le territoire, et à la fois un peu une distance et un truc de... On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Donc ça joue dans les deux sens, je pense. En tout cas, on a envoyé un mail sur divers mailing lists, etc. Des gens sont venus, qui ne se connaissaient pas 2 à 2, ou occasionnellement, enfin exceptionnellement, une quinzaine de personnes. Moi, j'en connaissais pas la moitié. Et encore, connaître, c'était vite fait. Donc non, c'est pas ça qui a fait le collectif. Et au contraire, et donc la plupart des épiceries qui se montent, par exemple, on en a monté une autre où ça s'est fait pendant le Covid, pendant le confinement. Donc on a envoyé des mails sur des mailing lists dans une ville à 30 bornes de celle où on est. Et diverses personnes sont venues qui ne se connaissaient pas non plus, plus quelques séances de visio, et ils ont créé leur épicerie comme ça, sans se connaître en amont. Et qui marche très très bien. La Ricocop. Donc à Soissons. Et donc, oui, donc c'est pas nécessaire. Et on a pu voir au contraire dans d'autres groupes où des gens se connaissaient, étaient assez proches, et éventuellement même avaient été dans un groupe un peu militant, collectif, associatif, avec certaines pratiques, et qui n'étaient pas les mêmes, hein, notamment... c'est un groupe colibri, et donc avec des pratiques sociocratie, etc. Donc il y avait un peu cette culture-là, et une certaine vision aussi de ce que c'est la démocratie, et qui ont eu du mal finalement à mettre en place leur épicerie. Du coup, c'est quand même assez affiché que c'était ce groupe-là qui lance, et ils sont revenus, malgré leur enthousiasme avec le modèle, à des fonctionnements qui ressemblent un peu à ce qu'ils avaient avant. Voilà, donc ça a plutôt été à mon sens, une difficulté qui traverse et qui explique pour eux quelques galères que un point positif.
Non, c'est un modèle qui se lance avec des gens qui ne se connaissent pas. Et donc, comment on fait cette confiance ? Oui, je sais pas, il y a un truc assez magique. Parce que d'habitude, on passe 2 heures à expliquer le modèle, il y a d'autres épiceries qui marchent, et on peut dire, bon, ça marche en fait. Donc, on peut essayer, et puis ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Une petite partie de cotisation libre, 10, 20, 30, 40 euros. Peut-être que sur les 100 euros, ou 30 euros ou 50 euros que j'ai avancé pour ma future consommation, il va y avoir un peu de perte et je vais perdre 10 balles. Bon, je perds 30 balles. Par contre, je peux tenter un truc assez chouette. Et en fait, c'est-à-dire que derrière, ça marche plutôt bien. Donc, l'investissement non plus, il n'est pas ouf. C'est-à-dire je ne me mets pas en danger sur ce truc-là. Je peux tester, on peut partir de ce principe-là. Et c'est ce qui a fait que chez nous, les gens ont accepté aussi ce truc. Ouais, effectivement, on risque pas grand-chose, on teste. Et puis ça marche pas, on va revenir vers des schémas plus classiques qu'on connaît. Merci. Je me dis peut-être, Mathieu, parce que justement, là, Ludovic, tu venais de parler de sociocratie. Je crois que c'est quelque chose que vous mettez en place à Finacop. Est-ce que peut-être en 2 mots, tu peux nous donner un peu les différences de fonctionnement, ou ce que ça t'inspire en tout cas en termes de un peu de différence de philosophie aussi derrière ? Ouais, bien sûr. Alors nous, c'est vrai qu'on se revendique pas mal de formes de gouvernance partagée qui vont puiser des inspirations dans tout ce qui existe, notamment l'autogestion, d'autres méthodes issues de la sociocratie, de l'holacratie. On peut aussi parler des entreprises libérées. Donc, il y a tout un mouvement avec des pratiques historiques qu'on retrouve dans les petites comme les grosses entreprises, dans l'ESS comme dans les entreprises classiques. Nous, on a essayé de faire un patchwork de tout ce qui nous a plu. Donc, on parle beaucoup de design de l'organisation, de posture, de gouvernance partagée, et ensuite de méthodes et techniques de gouvernance partagée. Donc, par exemple, nous, on a plusieurs temps qui sont consacrés dans le mois. Donc, on fait des réunions de créativité, de débat, avec des techniques dédiées. On a des réunions de prise de décision. Par exemple, on pratique beaucoup la gestion par consentement. On a alors, voilà, parfois on fait du tirage au sort si on n'a pas envie de mettre toutes les personnes de la coopérative pour chaque décision. Qu'on a, selon le caractère stratégique ou pas de la décision, on va partir de 1-2 personnes, parfois 3 personnes si par exemple c'est des embauches. Ça commence à être un peu plus stratégique, avec notamment du tirage au sort. Ensuite, ça remonte à toute l'équipe si ça impacte toute l'équipe, à la coopérative avec toutes les parties prenantes, donc salariés, clients, partenaires si ça impacte tout le monde. Donc voilà, selon le niveau de décision. Après, on a des formes d'élection. Alors nous, c'est l'élection sans candidat qu'on pratique. Je conseille cette méthode à tout le monde. On définit des critères de choix du type de profil qu'on aimerait avoir. Et ensuite, il y a des personnes qui proposent des noms. Voilà, c'est comme ça que ça se pratique. Il y a aussi tout ce qui est gestion par tension. Donc ça, c'est si on veut faire remonter un peu les tensions dans l'équipe et les traiter positivement. Donc, c'est qu'il y a une place importante pour les émotions dans ce processus-là. C'est pour ça qu'on fait des gestions par tension. C'est pour ça qu'on fait des tours de météo en début et fin de réunion. Pour dire un peu comment on sent, comment on vient, comment on est. Et après, on a, je dirais, l'enjeu, c'est arriver à l'adapter à mesure que la structure évolue. Quand on est petit, on est moins de 6-8 personnes, ça va, on peut avoir très peu de règles et on peut se faire très vite confiance, prendre les décisions ensemble. Quand on dépasse un certain nombre, c'est là où les règles sont plus importantes. Et qu'il faut accepter de ne pas tout décider tous ensemble, à mon sens. Et en fait, là, je pense que ça revient un peu avec ce que tu disais, Ludovic, c'est aussi une question d'activité. Parce que, en fait, là, je réfléchissais même par rapport à ce que je disais sur le côté orientation, stratégie ou je sais pas quoi. Parce que tu disais, la stratégie, c'est de savoir si tu prends des palettes de Nutella ou de chou-fleur. Donc, c'est pas exactement les mêmes... Sauf s'il y a des choix de local ou de... Enfin, je sais pas. Pour autant, pour des gens, c'est un enjeu. C'est-à-dire, là, ils viennent là parce qu'ils veulent des produits locaux, du bio, et ça pose problème pour eux qui est à côté des produits en sachet et de la grande distribution, enfin, des produits non bio en tout cas. Pour qui c'est un enjeu vraiment et qui aurait, et c'est assez marrant, qui voudrait des fois mettre en œuvre éventuellement une charte pour empêcher, interdire, etc. Donc, il peut y avoir un truc de stratégie, etc. Là, il y a un parti pris. En fait, la stratégie, elle est fixée en amont. Tout le monde va pouvoir faire ce qu'il veut là-dedans. Donc,
Et ça aurait été autre chose, c'est-à-dire ça aurait été, ici c'est que du bio, allez fixer en amont, les plus rediscuter, vous adhérez au projet, vous adhérez pas, et donc allez poser une fois pour toutes sur le projet. Après évidemment sur d'autres trucs, on va créer différents projets, où on va s'adapter à différentes choses, où c'est plus complexe, là ça va être évidemment plus difficile. Après oui, il n'y a pas de solution magique, enfin là quelqu'un qui me dirait, moi j'ai la sociocratie ou la manière dont nous on se gère, ou je sais pas quoi, c'est la solution qui s'applique à tous les cas, évidemment c'est une escroquerie. Donc, il n'y a pas une méthode qui s'applique à tout. Il y a des méthodes, par exemple, l'élection candidat chez nous, ça ne ferait pas de sens. C'est même parfois d'ailleurs un peu discutable sur qu'est-ce que ça amènerait de... Donc, on juge un peu la compétence et des fois un peu le mérite. Enfin, c'est toujours tangent. Et en fait, nous, on tire au sort. Et puis, en plus, on a découpé les tâches pour qu'elles soient à la fois qu'elles soient l'occasion le moins possible de prendre du pouvoir sur le collectif et en même temps qu'elles restent très simples, très abordables, qu'elles ne prennent pas de temps. Le minimum, je paye quelques factures dans le mois, je me connecte 3 fois sur le compte en banque et sur les factures, et puis c'est tout, en 2 heures, c'est fait. Donc il n'y a pas besoin, et donc on veut aussi faire comprendre à tout le monde que vous pouvez le faire en fait. Il y a un truc où il n'y a pas besoin d'être aussi glorifié éventuellement, ou que 50 personnes reconnaissent notre capacité à, en fait tout le monde l'a. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez refuser, vous pouvez décliner si vous estimez vraiment, et puis sinon on peut aussi t'amener à prendre confiance, et voilà. Et donc, pareil, les modèles des épiceries libres ne s'adaptent pas à tout, évidemment. Et alors, Ludovic, si on veut en savoir plus sur votre modèle, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter, de venir voir ce que vous faites ? Oui, merci. Effectivement, on a un site qui s'appelle cooplib.fr, cooplib.fr. Et notamment, on organise un peu régulièrement maintenant des visios pour les gens qui veulent en savoir un peu plus. Donc, un peu ponctuel. La prochaine sera le 6 mars à 18h30. Vous trouverez du coup le lien de la visio sur le site web à ce moment-là. Cool. Voilà, merci. Et du coup, ça fait une belle conclusion. Ouais, c'est une super conclusion. Merci Ludovic. Et puis merci Mathieu aussi de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello@question-asso.com que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens, les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf et de la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation, et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sounds of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Asso. Questions d'Asso, Le podcast par et pour les assos.